Bienvenue sur la toile. Alors, à la base, j'avais prévu une petite émission musique, mais actualité aidant, hier soir c'était l'avant-première de Tenet, l'occasion parfaite pour vous parler du nouveau blockbuster de Nolan. Tenet, donc, hier soir, en avant-première, dans une salle plutôt remplie, même bien remplie, enfin autant remplie qu'elle puisse l'être, puisque en cette période de distanciation sociale, la moitié des sièges doivent être laissés à peu près disponibles. Donc on a du mal à se rendre compte un petit peu du remplissage d'une salle. On va se retrouver maintenant dans des périodes avec des salles à densité variable en fonction du moment où vous allez y aller. Hier soir, c'était l'avant-première de Tenet, il y avait quand même pas mal de monde, ça se bousculait un petit peu à l'entrée. D'ailleurs, Tenet, c'est un petit peu le fer de lance du renouveau cinématographique de cette fin d'année 2020. Les exploitants vont scruter les résultats du film à la binoculaire, j'imagine. Ils ont mis pas mal d'énergie dans la promo, ils vont scruter un peu pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a des blockbusters qui arrivent, là, en septembre, en octobre. La plupart des salles aux États-Unis sont pas encore ouvertes. En France, je crois que les salles tournent à quelque chose comme 30% de leur remplissage habituel. Bref, c'est pas une très bonne période pour le cinéma. Et je pense qu'ils vont vraiment s'intéresser à Tenet de très près. Tenet donc dans une salle plutôt remplie avec une séance qui s'est terminée sous les applaudissements. Alors bon, sous les applaudissements, c'était ambiance ouais. Véritablement, c'était un peu cette ambiance-là. Je pense que les spectateurs applaudissaient plutôt pour leur propre retour dans les salles, ce plaisir de retourner dans les salles obscures pour découvrir un blockbuster en sortie mondiale. Je crois qu'il n'y a que l'Australie qui l'a vu 2 jours avant nous. Sinon, on est quasiment parmi les premiers à le voir. Donc il y avait cet effet un peu plaisir, mais aussitôt les applaudissements retombaient, les gens se sont quand même levés, et en s'interrogeant un petit peu, du genre « T'as compris quelque chose ? Moi je crois que j'ai pas tout pané. » C'était plutôt l'ambiance de ce soir-là. Tenet donc, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Je vais vous le dire. En intro, j'aimerais mettre quelques parenthèses. Je ne suis pas un Nolanien convaincu, je ne suis pas au fan club de Christopher Nolan. Il y a certains de ses films que j'adore, qui comptent vraiment pour moi. Il y en a d'autres que je trouve un peu moyens, toute proportion gardée. Je trouve qu'il a jamais fait un mauvais film. Il en a fait auquel je prête pas un attachement particulier, et d'autres qui sont dans mon top 10. Ceci étant dit, Nolan, moi je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous, je pense, avec Memento à l'époque. Alors Memento, c'est un film que j'adore, que je trouve excellent, qui était novateur pour l'époque, novateur dans sa structure, novateur dans sa narration, qui se revoit très bien, il supporte très bien 2, 3 visions. C'est un film qui reste excellent encore aujourd'hui, qui tourne pas à l'exercice de style comme pouvait tourner The Following, son premier film. The Following, c'était vraiment, ça tirait un peu à blanc. Là, Memento, c'était déjà très construit, on voyait que c'était le film d'un metteur en scène en devenir. Insomnia, son film suivant, c'était un peu pareil, c'était le remake d'un film suédois ou norvégien avec Pacino et Robin Williams. C'était un très très bon polar, j'avais été impressionné par la prestation de Pacino, que j'avais trouvé vraiment très forte. Et puis après, bah, ça a été le déroulement de blockbuster, Batman Begins. Alors moi je suis un gros fan de comics, un gros fan de Batman, donc on m'a donné le Batman que j'attendais, vraiment, c'était chouette, il avait modernisé le mythe, c'était un film très sombre, une sorte de polar noir bien foutu. J'étais un peu moins fan de sa façon de filmer, notamment les combats à main nue. À la fin, par exemple, le combat entre Ra's al Ghul et Batman, je trouvais pas que c'était très bien filmé. Il y a peu de plans larges, c'est très cuté, il y a des gros plans là où il en faudrait pas. Je trouve pas ça très bien foutu. D'ailleurs, j'ai eu souvent tendance à trouver Nolan par la suite lâché dans certaines scènes d'action. Mais bon, Batman Begins c'était un sacré film, et Le Prestige juste après, c'était complètement fou. Moi, c'est un de mes films préférés. Le Prestige, c'est complètement dingue. C'est un film qui a le mérite d'embrasser pleinement son argument fantastique. Souvent, le cinéma a tendance à nous prendre pour un peu pour des imbéciles. On va en salle des fois pour découvrir des créatures de cauchemars, des monstres et tout, puis au final, il y a une explication très terre à terre, très réaliste. Ça s'effondre un peu comme un soufflet. Là, c'était tout le contraire. Le film montait en puissance. Ça parlait de 2 illusionnistes, et à la fin, on nous a tellement rabattu les oreilles comme quoi la magie ça n'existe pas. Et ben dans ce film, on y croyait. À la fin, il y avait vraiment de la magie, de la science. Bowie était incroyable dedans. Bref, j'ai adoré ce film. Dark Knight, son film suivant, c'est juste le meilleur Batman de tous les temps. Je veux dire, c'est le Batman que j'ai attendu toute ma vie. Alors, il m'a pas offert mes meilleures séquences de Batman, que je laisse à Burton et à Snyder, ou dans l'ordre de mes préférences à Snyder et à Burton. Mais enfin, The Dark Knight, c'est le film sur Batman. Il a tout compris.
Je veux dire, le Joker est incroyable, le film dans sa construction est impressionnant. Moi, je l'ai découvert en avant-première à New York, en IMAX. J'ai eu cette chance-là, j'avais été transporté. Déjà dès le début, on avait le vertige avec cette caméra qui survole les immeubles, c'était complètement fou. Et puis après, on passe à Inception, et là, c'est le moment où j'ai décroché un petit peu de son cinéma. Alors, toute proportion gardée, parce que je trouve qu'Inception est un très grand film. Je l'ai revu en salle la semaine dernière, c'est une merveille. Par contre, c'est là que j'ai commencé à perdre un peu mon attachement émotionnel au personnage de Nolan. Dans Inception, c'est un grand film, et je me sens un peu détaché humainement du film. Alors moi je suis une pleureuse, hein, je suis une petite fragilité quand je vais au cinéma, je vais voir Sur la route de Madison, je peux pleurer à la fin de Danse avec les loups, j'ai vraiment la larme facile, et j'aime cette émotion forte que procure le cinéma, notamment pas par les situations mais par les personnages, s'intéresser aux personnages, s'accrocher à eux, savoir ce qu'ils vont devenir. Moi c'est important pour moi, cet attachement émotionnel que Nolan peine à me faire ressentir. Je veux dire, dans Inception, il y a cette scène absolument incroyable. Entre DiCaprio et Marion Cotillard, ils se tiennent la main, ils sont dans le soleil couchant, et il lui explique « Mais mon amour, on a déjà vécu ce qu'on avait à vivre, on a vécu 50 ans ensemble. » Et c'est une scène, 3 notes de musique qui est faite pour nous faire ressentir des sentiments. Et moi, ça marche pas trop dans le cinéma de Nolan, ça marche pas trop. Interstellar, c'est un peu pareil. Il a une difficulté à imbriquer la petite histoire dans la grande, je trouve. Il y a cette grande histoire des gens qui s'envolent vers les étoiles pour sauver l'humanité, qui se détachent un peu de leurs racines, de leur famille. Et la relation entre Matthew McConaughey et sa fille, par exemple, pour moi, ça marche pas. Ça ne me touche pas. J'ai du mal avec ces personnages. Je trouve qu'il a une façon de les faire jouer qui est un peu froide. Les personnages manquent un peu d'humanité. Ça manque un peu de chaleur. C'est un peu clinique. En fait, c'est à ce moment-là, Inception, Interstellar, que j'ai un petit peu décroché quand même du cinéma de Nolan à ce niveau-là, hein, juste à ce niveau-là, parce que ça reste absolument éblouissant, mais Dark Knight Rises, c'est un petit peu pareil. Dunkerque, c'est un film de guerre, pareil, il y a des jeunes qui vont au front se faire plomber, et j'ai eu du mal à ressentir quelque chose. C'était une prouesse technique, comme d'habitude, hein, ces espèces de 3 temporalités. Le personnage de Tom Hardy était très bien, mais franchement, au final, j'ai du mal à ressentir quelque chose. Et du coup, arrive Tenet, et alors Tenet, autant le dire tout de suite, pour moi, personnellement, c'est un petit peu tous les défauts que je pourrais trouver au cinéma de Nolan, poussés à 11. C'est comme dans Spinal Tap, hein. On allait à 10, bah là, lui, il a été à 11. Il a été à 11 sur à peu près tout. Donc le traitement des personnages, le scénario alambiqué, c'est du Nolan pur jus, et je suis sûr que certains d'entre vous vont trouver que c'est son chef-d'œuvre absolu. Les gens sont pour l'instant pas trop divisés, d'après ce que j'en ai lu, pour trouver le film absolument époustouflant. Moi personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Notamment donc au niveau de ses personnages. Au niveau de ses personnages, on a par exemple un personnage principal qui n'a même pas de nom, alors on sait rien de lui. John Washington, il interprète un personnage, déjà il l'interprète en mode impassible, quoi. C'est un personnage, on sait pas qui il est, on sait pas d'où il vient, limite on sait pas trop ce qu'il fait, vraiment, quel est son rôle exactement. D'ailleurs, il est caractérisé seulement sous son nom, le protagoniste. Quand vous allez voir les crédits, c'est le protagoniste. Voilà, c'est lui, c'est une entité comme ça, univoque. Je sais pas si c'est Nolan qui les fait jouer comme ça, oui, certainement, puisqu'il contrôle tout sur son tournage, mais enfin, lui, c'est comme ça, on peut pas avoir d'attachement trop pour un personnage comme ça, mais les autres sont comme ça aussi. Je veux dire, Clémence Poésy, on la voit 2 minutes dans le film, 2 minutes, elle a les traits tirés, elle a pris 10 ans dans la tronche, elle est juste là pour nous annoncer que n'essayez pas de tout comprendre. Tout de suite, en quasiment premier quart du film, elle nous annonce ça, en s'adressant au personnage principal, mais donc au spectateur, pour lui annoncer, n'essayez pas trop de tout comprendre maintenant. Il y a Michael Caine qui fait son Michael Caine pendant 2 minutes, une petite vanne, et puis s'en va. Et puis surtout, Elisabeth Debicki, je crois qu'on dit. En fait, elle a un personnage d'une frigidité absolue. Je veux dire, c'est un personnage qui est marié à un gangster, un marchand d'armes russe. Alors lui, Kenneth Branagh, il est impérial dedans, hein, il est vraiment absolument dingue. On lui demande de livrer cette prestation de mec à la dangerosité assumée, renfermée, bah, il le fait super bien. C'est un mec super dangereux, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie d'être à moins d'1 mètre de lui, même en période hors Covid. Je veux dire, c'est un mec, il le dit lui-même à la fin, je suis un tigre, voilà, c'est un tigre, il est tout en calme, mais on sait que c'est l'un des mecs les plus dangereux de la planète, et elle est mariée à ce mec-là, elle est tenue, elle est sous son emprise, parce qu'il la tient avec leur enfant. Il lui dit, si tu me quittes, je garde l'enfant, donc c'est à peu près
à peu près un ressort classique du cinéma, si tu me quittes, je garde l'enfant, donc reste avec moi, sinon il reste avec moi. Donc elle est prisonnière de cet homme-là, et elle interprète son personnage de manière mais vraiment froide, et tout le long elle nous gonfle avec son enfant, genre ouais mon enfant, je peux pas partir, il y a mon enfant, mon enfant, mon enfant. Elle arrête pas avec ça, et alors pour dire le détachement du film par rapport à cette notion d'humanité que j'évoque, il y a un moment finalement quand même au milieu du film, on comprend un peu les enjeux du film, et puis il y a un personnage qui lui explique que à avoir un sens du temps dans ce sens-là, puis un autre sens à contre-courant, si les deux venaient à se rencontrer, ça se passerait pas bien. Ça serait ni plus ni moins que l'apocalypse, bref, l'annihilation totale de l'humanité, de la vie telle qu'on la connaît. Il lui explique ça, annihilation donc de toute vie sur Terre, machin, et elle est allongée, elle dit « Même mon fils, mais genre, même mon enfant ». Et là, à ce moment-là, on a juste envie de lui mettre des tartes, quoi. Je veux dire, on vient de te dire, meuf, que la civilisation allait s'écrouler, qu'elle allait même plus exister, que ça allait être annihilation totale, et toi, t'es encore en train de nous faire même mon fils. Voilà, c'est ce détachement-là. Comment vous voulez que je m'intéresse à des personnages comme ça, quoi. Je l'ai trouvé froide. Il y a Pattinson, il est très bien aussi, Pattinson. Il est vraiment chouette, mais bon, il essaye deux, trois blagues. Je trouve que déjà dans le trailer, ça partait mal, c'était pas très bon quand il fait That part is a little bit dramatic. C'est fait pour être le petit joke de fin de trailer, et franchement, sur moi, ça fonctionnait pas. Je trouvais que c'était pas cool, c'était pas drôle, c'était ce petit accent anglais là, ça passait pas. Bref, c'est du Nolan pur jus à ce niveau-là. On a des personnages qui sont des archétypes, c'est des personnages vraiment caractérisés en quelques lignes. Je trouve qu'ils manquent de profondeur, et pour cette raison principale que j'ai du mal déjà à accrocher au film. Alors après, les personnages, c'est une chose. Le film, bien sûr qu'au niveau technique, il est absolument phénoménal. C'est dingue, c'est du Nolan. Donc tout est contrôlé, c'est beau, c'est bien éclairé, c'est magnifiquement monté. Il y a des détails plein l'écran. D'ailleurs, dans les semaines, dans les jours qui viennent, on va vous expliquer que Tenet, c'est un film exigeant, qui nécessite de ne pas quitter l'écran des yeux, qui n'est pas adapté à la nouvelle génération, qui préfère papoter avec son pote, se plonger dans son bac de popcorn ou pianoter sur son portable pendant la séance, et c'est totalement vrai. Mais c'est vrai pour tous les films de Nolan. Nolan, il nous en fout plein l'écran. Alors là, il pousse le bouchon à 11, parce que c'est un film qu'il faut regarder, qu'il faut écouter. C'est chaque ligne déclamée par les acteurs est importante, tout ce qu'il y a sur l'écran est important, il y a des codes couleurs, il y a des petits rappels dans les coins de l'écran, il y a des détails qui ont toute leur importance. Bref, c'est un film qui nécessitera, alors là, c'est sûr, plusieurs visions pour être pleinement apprécié. Et techniquement, comme je le dis, c'est un Nolan, donc on va pas revenir là-dessus, c'est absolument parfait. Alors il y a peut-être j'ai peut-être quelques réticences sur le son, pour le coup, j'ai trouvé, je sais pas si c'était la salle dans laquelle j'étais, mais quelques personnes en ont parlé sur internet, il y a des moments où des personnages s'expriment à l'envers, d'autres à l'endroit, mais c'est un petit artifice qui revient pas souvent dans le film, et il y a des moments, je me demandais, notamment au niveau de l'interprétation de la femme de Kenneth Branagh, elle déclame quelques lignes à un moment, et je me disais, mais elle parle à l'envers ou à l'endroit? En fait, elle parle clairement à l'endroit, mais c'est juste que moi, j'avais du mal à percevoir ce qu'elle disait. Alors, je le vois en VO, hein, ma compagne m'a dit la même chose, j'avais l'impression que c'était pas très audible, mais bon, c'est un petit détail, parmi tant d'autres, c'est pas très important. Après, le film est magnifiquement filmé, il comporte, comme dans tous les Nolan, ses morceaux de bravoure, j'ai été absolument estomaqué par certaines séquences, visuellement et techniquement. Il y a un espèce de combat à main nue, un combat mano à mano entre deux protagonistes qui vont s'affronter, et il y en a un qui est dans le cours normal du temps, l'autre qui est dans le cours inversé du temps, donc ça nous donne un espèce de combat. Je pense que c'est une prouesse technologique. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont dû filmer ça, ils ont dû y travailler. Je pense que dans les making-of, on le verra mieux. Ils ont dû y passer des mois. C'est un truc, il y en a un qui se bat dans un sens, l'autre qui se bat dans l'autre sens. Pourtant, les deux personnes s'affrontent en même temps. C'est absolument dingue. On a l'occasion de voir la scène sous plusieurs angles. Je vous spoil pas trop, hein. Je vous spoil rien d'important. Je veux surtout pas vous gâcher la fête, mais là, cette scène-là, elle est juste absolument dingue. En plus, on en voit des extraits dans les bandes annonces, donc c'est pas très grave, mais la scène est un tour de force. Ceci étant dit, c'est en même temps une scène qui m'a quand même laissé un petit peu sur le côté, encore une fois. Je vois cette scène, elle est magnifique, je comprends ce qu'il a voulu faire, visuellement c'est complètement dingue, on n'a jamais vu ça, c'est absolument fou. Mais en revanche, je suis quand même en train de me dire, ouais, j'aurais préféré peut-être un combat un peu plus classique. Il y a par exemple une scène dans une cuisine, ça dure peut-être 2-3 minutes. La scène dans la cuisine, je l'ai trouvée absolument dingue. Elle est toute simple, toute bête, et on la croirait sortie d'un James Bond. C'est vraiment bon. Et là, cette scène-là, par rapport, elle est censée en foutre plein les yeux. Je suis pas sûr que l'artifice... En fait, visuellement, je suis pas sûr que les artifices utilisés dans le film
servent vraiment. Je trouve pas ça absolument fou à l'image, ces espèces de trucs qui repartent à l'envers, et puis contre des mecs qui vont à l'endroit. Moi, ça m'a pas enthousiasmé plus que ça. Je reconnais que visuellement, c'est intéressant, c'est très beau, très bien filmé, mais ça m'a pas touché plus que ça. Et puis surtout, je trouve aussi que le film, et ça c'est un peu plus gênant, a quelques fautes de goût. Alors Nolan, je le connais pas trop pour ça. D'habitude, je trouve que c'est très léché, très propre ce qu'il fait. Là, je trouve qu'il y a quand même certaines fautes de goût qui sont un petit peu difficiles. Alors, il y en a plein, je vais pas gratter trop parce que je veux pas vous spoiler certains trucs, mais notamment le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est quand même il court après une sorte de boîte. Et cette boîte, quand on la voit, bon, elle est plutôt sympa, mais à la fin, elle est montée dans un espèce de profil. Bref, elle est censée symboliser une équation, tout ça. Et visuellement, ils ont rien trouvé de mieux. Et franchement, on croit, le truc, c'est une espèce de machin qu'on croirait sorti d'un épisode de Bioman, quoi. J'exagère à peine, mais mieux filmé, ça aurait sa place dans un Avengers, quoi. Vraiment, c'est pas... Nolan, pour moi, c'est le spécialiste du techno-thriller en costard-cravate, avec des mecs élégants, une espèce de technologie un peu rétro-futuriste, comme dans Inception, avec ses valises et puis ses câbles qui sortent. Et là, on nous sort cette espèce de truc, j'ai trouvé ça vraiment vilain. Il y a deux, trois trucs comme ça dans le film que j'ai pas trop apprécié. J'étais beaucoup moins fan aussi de la dernière bobine. Alors là, pour le coup, il y a une espèce de... Dans le dernier trailer qui a été diffusé il y a quelques jours, on voit des morceaux de cette séquence, de cette espèce de bataille rangée dans un désert avec quelques ruines. Franchement, j'ai trouvé ça un peu cheap. Ça m'ennuie de dire ça, mais pour un film qu'on avait tant promis depuis le début, cette espèce de conclusion là, à plusieurs niveaux. Alors le film, c'est un millefeuille géant, hein. Ça empile, ça empile, ça empile, ça n'arrête pas d'empiler. Ça tout aboutit à cette conclusion, cette espèce de bataille rangée. Je veux dire, quand on voit ce que pouvait faire Doug Liman sur Edge of Tomorrow, avec cette impression de violence virevoltante, avec les balles qui volaient de partout, les explosions, c'était génial. Ça assumait un côté de série B nerveuse, bien foutu. Je veux dire, ce que fait Nolan là, moi, j'ai pas été encore une fois enthousiasmé par cette bataille finale. Je me suis dit, ah bon, tout ça aboutit à ça. En plus, encore une fois, imbriquer la petite histoire dans la grande, on a besoin de se concentrer sur certains personnages qui ont des objectifs clés, qui vont devoir aller chercher certaines choses, qui vont devoir aboutir à quelque chose, puis la grande bataille qui se déroule autour, ben finalement, j'étais pas très fan, je trouvais que ça, oui, encore une fois, techniquement, c'est absolument fou, mais au final, c'est un peu vain, quoi. Alors, c'est peut-être moi aussi, hein, parce que moi, par exemple, je trouve que dans Inception, le combat dans la neige, je trouve vraiment foiré. En fait, toute la séquence dans la neige, j'aime pas du tout. Je trouve que Tom Hardy, il est en mode Punisher, ça passe mal. D'un coup, on déboule en mode série B. Il y a des choix qui sont pas très beaux. Il y a cette espèce de jet ski là qui tire des skieurs, il tire 6 skieurs, et puis Tom Hardy passe, coupe les cordes, ça fait vraiment... La séquence dans la neige, je la trouve pas particulièrement bien filmée. Bah là, toute cette séquence finale, je trouve un peu que c'est ça. Une fois qu'on a compris en plus l'artifice du film, cette espèce de film qui va dans un sens, puis qui va dans l'autre, où on sait pas trop à quel moment on se retrouve au milieu du film, finalement, bah, une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris que c'était à ça qu'on allait avoir affaire, le combat final a plus la même résonance. Je trouve que c'est un petit peu de l'esbrouf visuel, mais que finalement ça raconte pas grand chose. Donc vous l'aurez compris, les personnages me laissent froid, la mise en scène je l'admire, mais le film me laisse un peu sur le côté finalement. Et que vaut le scénar en fait de Tenet? Alors le scénar, bah, je peux rien vous en dévoiler. Moi personnellement j'ai l'impression d'y avoir rien compris, je dois être un peu con, mais franchement c'est complexe, vraiment complexe. Les gens qui sortaient de la salle avaient à peu près cette vision aussi, j'ai l'impression. Maintenant, j'ai revu Inception la semaine dernière, et en le revoyant, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, tiens, Nolan, il a quand même cette qualité absolue, c'est de faire des films qui ont l'air très complexes, parce que quand même, Inception, on emboîte un rêve dans un rêve dans un rêve, dans Memento, on a une narration complètement brisée, bref, mais au final, c'est toujours limpide. Il arrive toujours à rendre ça limpide pour le spectateur, bref, vous n'êtes jamais perdu, vous sortez du film, même à la première vision, je me suis dit, on arrive quand même à cerner de quoi ça parle, à cerner les enjeux, tout ça, ce qui me paraît vraiment une belle qualité du cinéma de Nolan, une qualité que j'ai pas du tout retrouvée dans Tenet, parce qu'alors là, pour le coup, j'ai été complètement largué. C'est vraiment alambiqué, et c'est rien de le dire, c'est une construction très particulière. D'ailleurs, quand Clémence Poésy dit n'essayez pas trop de comprendre, je pense qu'on peut ne pas essayer trop de comprendre jusqu'à la fin, mais alors là, on risque d'être complètement perdu, et c'est renforcé en plus par ce dialogue final, il y a un échange final entre John Washington et Robert Pattinson,
Et alors là, c'est salve sur salve, ça tire, chaque phrase est importante, comme pour vous expliquer le film que vous venez de voir. Je trouve ça un peu lourdingue, mais c'est genre, ah mais alors c'était toi, mais donc c'était toi. Ah mais toi, tu n'as pas compris qu'on en était là. Ah mais c'était ça alors. Donc, et là vous êtes là, il lui explique lourdement ce qu'on vient de voir, et moi je croyais avoir compris le film à ce moment-là, et je me suis dit, mais alors en fait t'as rien compris. Et du coup, toute la fin du film, je me posais des questions, mais alors Robert Pattinson, est-ce qu'en fait c'est ce personnage-là? Et même la toute dernière bobine, il m'a perturbé au point que même la toute dernière bobine, les dernières secondes du film, j'étais en train de me dire, mais ça se passe à quel moment? Ça se passe avant, après? Ça se passe... où est-ce que ça se situe? J'étais vraiment perdu, le film m'a perdu. Alors, cela va sans dire, c'est un film qui méritera et qui nécessite plusieurs visions. C'est un film qu'il n'est pas possible d'appréhender à la première vision, à moins d'avoir fureté sur internet, d'avoir fait des recherches, de chercher de quoi ça parle, de commencer à creuser un peu avant de le voir, ce qui serait vraiment dommage, parce que pour le coup, il vaut mieux y aller, ne rien comprendre. Moi, par exemple, il y a des films que j'aime bien, hein, comme ça. Donnie Darko, j'avais adoré, j'avais pas pané un truc, alors que c'est pas si compliqué que ça, hein, mais la première fois, j'avais rien pané. Et puis finalement, ça m'avait plu quand même, j'avais aimé cette espèce de voyage qu'on me proposait. Là, Tenet, je peux pas dire que j'ai été séduit, j'ai pas été happé par le film, je suis resté en dehors un peu du début à la fin. Il y a des séquences que j'ai bien aimées, il y a plein de choses que j'ai bien aimées, même vers la conclusion, il y a des choses que j'ai vraiment appréciées. Mais dans l'ensemble, le film m'a laissé quand même un peu froid, mais pas que sur ses personnages, sur son scénario aussi, et puis je trouve que visuellement, ça n'a pas rempli pour moi le cahier des charges. Je m'attendais à un truc vraiment visuellement qui me bluffe, autant qu'avait pu me bluffer Matrix à l'époque, vous voyez, ce genre de choses où vous arrivez, vous faites ouah, ou le T-1000 dans Terminator 2, quoi. On se dit, c'est quoi ce truc? Voilà, là, j'ai pas eu ça, j'ai eu l'impression d'un peu de gloubi-boulga qui partait un peu dans tous les sens. Je suis sûr que c'est un film extrêmement contrôlé. Nolan contrôle tout, donc je suis sûr que c'est un film extrêmement contrôlé, qu'il en maîtrise chaque cadre, chaque image, donc en fait c'est un film à analyser. Le problème c'est qu'à la première vision, je peux même pas vous dire que j'ai envie de le revoir demain, quoi. Pour le coup, autant il y a beaucoup de films que je revois plein de fois, celui-là je vais le revoir, mais je vais attendre une sortie en Blu-ray, en 4K, d'autant plus que Nolan supervise lui-même les sorties de ses DVD, de ses Blu-ray, donc généralement on a le droit à une image de top qualité, je le verrai chez moi tranquille en me concentrant, en sachant à quoi m'attendre, et peut-être que je réviserai complètement ma copie, hein. Peut-être que je vais me dire, c'est fou ce film, c'est un 10 sur 10, c'est vraiment son chef-d'œuvre, j'avais rien compris, c'est tout à fait possible. Mais à la première vision, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous en dire, je pourrais développer un petit peu plus, aller plus dans le sujet, mais je veux pas gratter à l'os, je veux pas aller trop près du sujet, parce que vous risquez d'être déçus, je veux absolument pas vous spoiler. Est-ce que c'est un film à aller voir en salle? Bien évidemment, déjà il faut aller en salle en ce moment. C'est un Nolan, donc un Nolan ça va se voir en salle, ça s'apprécie sur grand écran, sur le plus grand écran possible. Vous allez vous retourner la cervelle, peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous le comprendrez mieux que moi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si vous avez apprécié le film, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou avec mon ressenti, n'hésitez pas, je dis pas que c'est pas un bon film, j'ai envie que vous alliez le voir. Pour le coup, j'aimerais savoir ce que les gens en pensent. Je passe beaucoup de temps là sur internet à regarder un peu les critiques, ce que les gens en disent. Alors pour l'instant, il y a un espèce de consensus, hein. Tout le monde dit oui, c'est magnifique, chef-d'œuvre de Nolan, Nolan does it again, 10 sur 10 partout, c'est fantastique. Oui, si on veut, mais bon, toutes les personnes disent que c'est fantastique, que ça nécessite plusieurs visions. J'ai envie de leur dire déjà, si vous avez réussi à vous taper déjà plusieurs visions, vous êtes fort, que ça nécessite plusieurs visions pour tout comprendre et tout, mais personne n'explique rien. Donc j'aimerais quand même creuser un peu plus, trouver un peu le cœur du film, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous irez au cinéma, j'espère que vous irez voir ce film sur grand écran, que vous apprécierez, que vous vous régalerez. Et que vous ne serez pas un peu laissé de côté comme moi. Je vous laisse là-dessus, faites-vous des toiles, éclatez-vous, je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao! You want to crash a plane. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Last time it was no tennis. Rated PG-13.